Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, je suis ravi de vous retrouver. La semaine dernière, vous m'aviez demandé de rester au lit, ce que j'ai fait évidemment. Et j'ai écouté votre podcast avec Maya Candel, c'était absolument formidable. Vous m'avez remplacé très avantageusement. Néanmoins, cette semaine, je reprends mes droits. D'autant plus que nous avons connu ces derniers jours une nouvelle tourmente politique aux États-Unis avec les attaques contre la liberté d'expression qui ont suivi l'assassinat de l'influenceur MAGA, Charlie Kirk, le 10 septembre. Alors Donald Trump et la plupart des responsables de la sphère MAGA et de l'administration ont annoncé vouloir se venger, faire taire les dingues de gauche, ce que Trump appelle la lunatic left. On a vu notamment la création d'un site de délation concernant les personnes qui auraient tenu des propos en ligne douteux sur l'assassinat de Kirk. Et le présentateur vedette Jimmy Kimmel a été suspendu par son réseau, ABC, qui appartient à Disney. Il est revenu hier, mardi 23. Alors, je pensais que la liberté d'expression, c'était le bedrock, la pierre angulaire de la vie politique aux États-Unis. Est-ce que ces attaques sont légales, Laurence ? C'est une excellente question, Romain, parce qu'en effet, on l'a vraiment tellement dit ces derniers jours, le principe de liberté d'expression est très protégé aux États-Unis. Il est inscrit dans le tout premier amendement qui date de 1791. L'État ne fera rien, ne peut rien faire pour limiter la liberté d'expression. J'ajoute que dans cet amendement, il y a aussi inscrite la liberté de culte. Depuis 1791, la Cour suprême a produit une jurisprudence qui, de manière continue, confirme cette forte protection. Elle n'accepte des limites sur la liberté d'expression que s'il y a, alors là je cite différents arrêts, un danger clair et immédiat, ça c'est Schenck versus US de 1919, que s'il s'agit de propos qui appellent à une action illégale imminente, ça c'est l'arrêt Brandenburg de 1969. Enfin, elle n'accepte des limites à la diffamation que s'il y a une actual malice. Une intention de nuire. Exactement, ça c'est un arrêt de 1964. Le corollaire à ces limites, c'est qu'il est acceptable d'organiser un défilé nazi dans les rues, ça c'est un arrêt de 1977. Il est acceptable également de brûler une croix, parce que c'est une violence qui est uniquement symbolique, considère la Cour. Il est acceptable de brûler le drapeau américain, ça c'est un arrêt de 1989, et enfin, plus récemment, un arrêt de 1996 exonère les plateformes du contrôle des contenus en ligne. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui justifie tous les propos qu'on peut voir se déployer sur les réseaux. Oui, alors la situation est assez différente de la nôtre, parce qu'en France, la liberté d'expression est un principe reconnu, bien entendu, mais c'est plus encadré. Il existe un délit d'incitation à la haine raciale et religieuse, on n'a pas le droit de tenir des propos antisémites, racistes ou homophobes, on n'a pas le droit de faire l'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Mais sur le fond, qu'est-ce qui explique cette différence d'application du principe de liberté d'expression entre nos deux pays, et on pourrait même dire entre les États-Unis et l'Europe ? C'est très simple. Les États-Unis n'ont jamais connu de dictature sur leur sol. L'exemple qu'on peut citer en termes de limitation à la liberté d'expression, c'est le maccarthisme, qui était une période très noire, mais enfin, on ne peut pas quand même comparer aux crimes du stalinisme ou de l'Allemagne nazie. Et du coup, les États-Unis ont eu tout le loisir de conserver l'idéal proposé par John Stuart Mill en 1859. John Stuart Mill, qui est l'un des grands inspirateurs de la philosophie libérale. Absolument. Et en ce qui concerne la liberté d'expression, il explique que la sphère publique où les gens s'expriment doit rester une marketplace of ideas, c'est son expression, un lieu d'échange des idées, parce que grâce à la confrontation de toutes les opinions dans la société, eh bien, les meilleures idées vont s'imposer très naturellement. Oui, John Stuart Mill va même un petit peu plus loin que ça. Il dit que le carburant de la vérité, c'est en réalité le mensonge, et que la vérité n'existe que parce qu'elle se confronte et qu'elle triomphe du mensonge sur ses propres mérites. Et il dit qu'une vérité qu'on aurait protégée et qui n'accepterait plus le mensonge deviendrait un dogme mort. C'est l'expression qu'il utilise et qui est très révélatrice de cette idée de la vérité triomphant du mensonge, et parce qu'elle triomphe du mensonge, s'imposant à tous. Oui, alors c'est merveilleux sur le papier, c'est peut-être un petit peu naïf, notamment dans les temps d'expression de tous en ligne sans aucune limite. Vu de France en tout cas, cette protection américaine du principe de liberté d'expression nous semble un peu excessive. Par exemple, le défilé nazi dans les rues en 1977 nous semble totalement inacceptable. Ça va même plus loin parce que dans un arrêt de 2010, qui est l'arrêt Citizens United, la Cour suprême a décidé que même les personnes morales
avaient le droit à la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les personnes morales, comme par exemple les entreprises, les syndicats, les ONG, sont considérées comme ayant droit à la liberté d'expression, comme les vraies personnes, vous et moi, Romain, et du coup, on ne peut pas limiter leurs donations aux partis politiques, parce que les donations en argent sont le moyen de la liberté d'expression. Money is speech, l'argent c'est de la parole, et donc on ne peut pas limiter les dons de ces personnes morales dans la vie politique, dans les campagnes électorales. Le premier amendement est à l'origine du délire financier qu'atteignent les campagnes politiques aux États-Unis, où les montants se chiffrent très souvent en milliards de dollars. Alors, vous nous avez expliqué les racines juridiques de la protection de la liberté d'expression aux États-Unis, mais quelle en a été la réalité au cours de ces dernières années ? Les événements politiques et sociaux amènent sans arrêt, depuis le début, des interrogations et des tensions autour de ce principe de liberté d'expression. Et je trouve que l'évolution récente est particulièrement intéressante. Comme il n'y a pas ou très peu de cadre juridique à l'expression des discours de haine, qu'il s'agisse de discours racistes ou sexistes ou autres, eh bien, ce qu'on a vu dans ces dernières décennies, c'est que c'est la société civile qui s'est chargée de mettre des limites. On rigolait depuis les années 80 avec le politiquement correct, mais les choses ont pris un tour, à mon avis, beaucoup plus agressif, beaucoup plus sombre dans les années 2010, avec l'élection de Trump en 2016, puis avec l'assassinat de George Floyd en 2020. Vous savez, cet Africain-Américain qui a été étouffé à mort par un policier blanc, ça a donné des émeutes autour du mouvement Black Lives Matter. On a tous entendu des anecdotes de personnes virées pour un tweet jugé raciste, misogyne ou anti-trans. Ça a conduit à un système d'autocensure qui a atteint beaucoup d'endroits de la société américaine. N'oubliez pas que le conformisme intellectuel est vraiment une caractéristique majeure de la société américaine. Il y a un élément auquel vous venez de faire allusion aussi, qui est l'apparition des réseaux sociaux qui permettent des phénomènes de massification de l'opinion et de meute en ligne. Oui, cette liberté d'expression cadrée par la société civile, c'est aussi un phénomène générationnel. On a vu les étudiants sur les campus, les jeunes salariés dans les rédactions des grands journaux, dans les grandes entreprises de la tech, dans les ONG, exiger une exemplarité totale, c'est-à-dire progressiste, sur les questions sociétales. Dans le camp d'en face, les conservateurs ont dénoncé les attaques woke contre la liberté d'expression, le terme woke ayant d'ailleurs remplacé le terme politiquement correct. Oui, ces d'ailleurs, il n'y a dernières pas années. tout à fait le même sens. Politiquement correct, il y avait effectivement une sorte de dénonciation douce, mais un peu rigolarde. Le terme woke, c'est un terme de combat. Combat, c'est le bon terme parce que c'est ce que faisait Charlie Kirk avec ses débats sur les campus sous la bannière « Prove me wrong ». Il challengeait les progressistes des campus à venir discuter avec lui. C'était la liberté d'expression. Et donc, les attaques de gauche contre la liberté d'expression sont devenues vraiment un thème central des guerres culturelles vues du côté conservateur. Enfin, les attaques de gauche, d'accord, mais les attaques qu'on voit contre la liberté d'expression en ce moment viennent plutôt de la droite MAGA. Oui, précisément, les MAGA revendiquent complètement ces attaques contre la liberté d'expression ces derniers jours parce que, à leurs yeux, elles sont une vengeance qui leur semble tout à fait justifiée après, à leurs yeux toujours, des années de cancel culture venues de la gauche et dont les conservateurs ont été totalement victimes. Je prends toujours leur point de vue. Seulement, cette fois-ci, leurs attaques sont d'une autre nature. Elles ne viennent plus de la base avec des étudiants ou des jeunes employés qui avaient engagé un combat très grassroots finalement, mais elles viennent d'en haut, elles viennent du pouvoir. Dimanche, lors de la cérémonie pour Charlie Kirk, on a entendu J.D. Vance, le vice-président, et Donald Trump, le président. On a aussi vu à la manœuvre la procureure générale Pam Bondi. Enfin, en ce qui concerne Jimmy Kimmel, il a été suspendu après des menaces proférées par Brendan Carr, qui est le président de la FCC, la Federal Communications Commission. Brendan Carr explique que si le réseau ne suspend pas Kimmel, ce sera à lui et à la FCC qu'il dirige de s'en occuper personnellement. Des menaces que ne renierait pas un boss de la mafia. Il faut ajouter un élément dans la volonté de vengeance exprimée par la tendance MAGA, c'est qu'ils disent n'avoir pas été seulement victimes de la cancel culture, mais aussi de violence politique, une violence politique qui serait particulièrement forte venue de la gauche.
Oui, vous avez raison, leurs arguments, ce sont les émeutes Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd, on en a parlé, les nombreux propos et actions antisémites après le 7 octobre 2023, venus là aussi de gens se réclamant de la gauche du Parti démocrate, et puis les tentatives d'assassinat de Trump à l'été 2024, et maintenant le meurtre de Charlie Kirk. Il y a quand même de la substance là-dedans, ils ont raison. Il y a aussi une violence politique venue de droite. Rappelez-vous du mari de Nancy Pelosi frappé à son domicile ou de l'assassinat de Melissa Hortman il y a quelques mois, une élue démocrate du Minnesota. En réalité, il est assez difficile de faire un décompte des violences politiques commises à droite ou à gauche, puisque les motivations, l'idéologie des auteurs de ces crimes sont en général très difficiles à démêler. Difficile à démêler sans doute, mais ce qu'on constate quand même, c'est une augmentation très significative des violences politiques, qu'elles viennent de gauche ou qu'elles viennent de droite, aux États-Unis. Ce qui est évidemment inquiétant dans un pays où on a plus de 300 millions d'armes qui circulent. Justement, à propos de ces crimes de sang, est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'assassin de Charlie Kirk ? Eh bien, il y a quelques éléments qui commencent à être rendus publics. Il vient d'une famille conservatrice, mais selon des sources de seconde main, en gros sa mère, rapportées par CNN et la BBC, cet individu était devenu beaucoup plus à gauche ces derniers mois. Il était devenu partisan des droits LGBTQ+, et des droits trans avec sa copine qui était en pleine transition. Bon, rien de très décisif. Il est possible aussi qu'il appartienne à une catégorie qui a été créée récemment par le FBI et qui s'appelle NVE pour Nihilistic Violent Extremism, les extrémistes violents nihilistes, c'est-à-dire des personnes sans idéologie très cohérente. Quel panorama, droite, gauche et maintenant les nihilistes. Mais ceux qui sont à la manœuvre quand même à l'heure actuelle au pouvoir, en tout cas c'est la droite MAGA. Et est-ce qu'elle est unanime dans son attaque, sa volonté de revanche sur la liberté d'expression ? Non, pas complètement. Il y a quelques voix qui sont en désaccord. Déjà, sur la liberté d'expression, quelqu'un comme Ted Cruz, le sénateur du Texas, Tucker Carlson, l'ancien journaliste star de Fox qui a maintenant son propre réseau, ou enfin Megyn Kelly, une autre journaliste très très à droite, continue à prôner le respect total, traditionnel de la liberté d'expression. C'est quand même l'ADN de la droite conservatrice pendant de longues années. Et puis, je voudrais souligner l'importance du discours de la femme de Charlie Kirk, Erika. Pendant la cérémonie de dimanche dernier, d'hommage à son mari, elle a appelé au pardon, dit que elle, personnellement, en tant que chrétienne, pardonnait le meurtrier, et vraiment, ça tranchait sur les autres discours, il faut quand même le souligner. En particulier sur celui de Trump, qui disait « Vous aimez vos adversaires, moi je les déteste », répétant plusieurs fois qu'il n'avait aucune pitié et qu'il souhaitait la destruction de ses adversaires. Oui, ce qui était vraiment glaçant, et donc, Madame Kirk n'est pas de cet avis. Pour conclure sur cette liberté d'expression, on a donc aux États-Unis un système où ça n'est pas la loi qui cadre la liberté d'expression, mais les forces politiques et sociales qui s'en chargent avec des mouvements de balancier, un système très chaotique et très, très variable. Jimmy Kimmel, vous l'avez dit en introduction, est d'ailleurs revenu à l'antenne mardi 23 septembre parce que il y avait eu de telles plaintes des syndicats de scénaristes, des spectateurs, des clients en quelque sorte du réseau ABC et de Disney que ces derniers se sont dégonflés. Oui, alors on peut y voir des mouvements de balancier idéologiques, on peut y voir aussi la force du marché qui est toujours à considérer aux États-Unis. Le dollar est roi et Disney avait perdu 5 milliards de valeur boursière dans la foulée de son éviction de Jimmy Kimmel. Je pense que c'est un élément qui a pesé aussi assez fortement dans la balance quand il s'est agi de le faire revenir à l'antenne. En tout cas, nous, la liberté d'expression est totale, la vôtre ne sera jamais soumise à censure, Laurence, et je me réjouis d'en faire encore l'expérience la semaine prochaine, si vous ne me demandez pas de rester au lit. À la semaine prochaine, Laurence. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.